Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Bassem Kamar, Politique de change et globalisation, le cas de l'Égypte, 2005. Lil Gratz, Mon dîner chez Saddam, 2005. Ephraim Dowek, 20 ans de relations égypto-israéliennes, 2005. Elise Ganem, l'axe Israël-Turquie, vers une nouvelle dynamique proche-orientale, 2005. Michel Geldry, Les États-Unis et l'Europe face à la guerre d'Irak, 2005. Khalil Aljiammal, Les liens de la bureaucratie libanaise avec le monde communautaire, 2005. Véronique Bénard, Mise en image du conflit afghan, Rôle et utilisation de la photographie dans la presse internationale, 2005. Moafak Mohamed Youssef et Marie-Joseph Chalvin, Un Irakien raconte 1994 à 2005. De l'exil aux élections, 2005. François Lantz, Chemin de fer et perception de l'espace dans les provinces arabes de l'Empire ottoman, 1890 à 1914, 2005. Hichem Karoui, L'après-Saddam en Irak, 2005. Alireza Manafzadeh, Ahmad Kasravi. L'après-ère victime de l'islamisme radical, 2004. Assia Mohtar Kaïs, Les Palestiniens au Koweït. Histoire d'une réussite inachevée, 1948 à 1990, 2004. Mustapha Shelby, L'islam en procès, 2004. Noureddin Sehoudi, La formation de l'Orient arabe contemporain 1916 à 1939 au miroir de la revue des deux modes, 2004. Kamal Bayramzadeh, Les enjeux principaux des relations entre l'Iran et l'Europe de 1979 à 2003, 2004. Fabienne Leouérou, Migrants forcés éthiopiens et érythréens en Égypte et au Soudan, 2004. Jean-Paul Chagnolot, Sid Ahmed Souiah, Les frontières au Moyen-Orient, 2004. Raymond Lecause, Les médecins nestoriens au Moyen-Âge, 2004. Jean-Jacques Luty, Égypte et Égyptiens au temps d'Évis. À Emmerich, Aliénor et Alaric. Remerciements. Je remercie vivement messieurs les professeurs Dominique Chevalier, Université de Paris 4 Sorbonne, Luc Willy de Hevels, INALCO, Joseph Maïla, Institut catholique de Paris, Hadi Ben Mansour, CNRS et Georges-Henri Soutou, Université de Paris 4 Sorbonne pour leurs remarques constructives. Ma gratitude s'adresse également à monsieur Pierre Foumier, conservateur du patrimoine aux archives du ministère des Affaires étrangères, qui m'a orienté dans le choix de ce sujet. Messieurs Bernard, Xavier et Bertrand Fauquenot ont eu l'obligeance de me confier les archives de leur père et grand-père, Émile Fauquenot, qui a rapporté ses dossiers personnels d'Alep en 1946. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour ces documents inédits. Les conseils de mesdames Isabelle Dasque, Claudine Serre et Marie-Catherine Vignal-Soulero ont été très précieux. Toutes et tous trouveront ici l'expression de ma reconnaissance et de mon amitié. Les accords Sykes-Picot, mai 1916. Carte du Levant. Source, Robert Dequet, La Syrie, Paris, Pion, 1931. Introduction. Il paraît presque banal de rappeler aujourd'hui l'importance de l'Orient pour les hommes politiques de la Troisième République, et plus particulièrement la raison essentielle de leur intérêt. La France, en dépit de son anticléricalisme affiché, se considère comme la protectrice des chrétiens d'Orient. Son poids culturel et religieux lui laisse penser qu'elle détient la légitimité suffisante pour s'établir en Syrie et au Liban, de même que la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie estimaient légitime leur présence sur d'autres territoires de l'Empire ottoman. Pendant la Première Guerre mondiale, certains en France considèrent cette légitimité comme historique, et l'argument largement utilisé par quelques diplomates français et par le courant colonial est celui de l'ancienneté des liens entre la France et le Levant. Même si ce thème semble relever du mythe, il n'en demeure pas moins qu'au milieu de l'indifférence de l'opinion publique française, un petit groupe influent tente de convaincre les pouvoirs publics que la France doit obtenir le mandat. Le mandat est une notion juridique qui apparaît à l'issue de la Première Guerre mondiale. Les territoires détachés des empires vaincus sont placés sous la tutelle de la Société des Nations et confiés à l'administration d'une puissance mandataire. Dans les provinces arabes de l'Empire ottoman,
Le mandat sur la Syrie et le Liban est ainsi confié à la France, tandis que la Grande-Bretagne obtient les mandats sur la Palestine et l'Irak. À l'inverse des modèles déjà connus du protectorat et de la colonie, le mandat est transitoire et doit amener à court terme les peuples à se gouverner eux-mêmes. Mais dans la pratique, le mandat se caractérise par son ambiguïté, car l'initiative des populations du Levant dans les domaines politiques et économiques est limitée, laissant ainsi peu de place à l'expression des sociétés locales. La diplomatie française ne semble pas mesurer les changements introduits par la création de la Société des Nations, demeurant ainsi dans une vision coloniale classique. La contradiction est évidente entre la nature du mandat et le protectorat mis en place dans les faits. La France considère le Levant comme une chasse gardée. L'administration française tout particulièrement ne peut concevoir que d'autres puissances occidentales interfèrent sur les territoires du Levant. C'est ainsi que pour la France, les interventions des puissances étrangères dans des domaines considérés comme du ressort spécifique de son administration la font entrer dans une logique de compétition, logique que les puissances occidentales ne manquent d'ailleurs pas d'entretenir par de nombreux moyens. La France semble négliger en outre l'existence d'une élite intellectuelle, sociale et politique, qui n'a pas attendu la mise en place du mandat pour se constituer, élite de plus réceptive aux différents courants politiques et idéologiques en provenance des États-Unis et d'Europe. Ainsi, les idées de Wilson, puis le totalitarisme allemand et italien ne laissent pas les populations indifférentes. Pendant l'entre-deux-guerres, le Levant est le théâtre de rivalité entre la France et les puissances occidentales. Les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et surtout la Grande-Bretagne sont les principaux acteurs de celle-ci, transformant le territoire du Levant en un théâtre de rivalité et un lieu de confrontation, de lutte d'influence. Ces rivalités s'expliquent par le fait que le Levant constitue un point stratégique, un carrefour terrestre, maritime puis aérien. C'est la grande fenêtre de l'Asie mineure. C'est aussi une voie de passage pour le pétrole. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, les actions des puissances étrangères semblent être l'éviction de la France de cette région, pour se substituer ou non à elle. Les exemples concrets de l'intervention étrangère dans les domaines économiques, politiques, diplomatiques et religieux alimentent les craintes du personnel français en poste au Levant. Ainsi, toute intervention de la Grande-Bretagne, alliée et concurrente dans cette région, est par essence suspecte. Les deux puissances ont néanmoins besoin l'une de l'autre dans la gestion de leur mandat, et une politique de coopération et d'appui mutuel leur semble indispensable au Proche-Orient pendant la période de l'entre-deux-guerres. Les États-Unis s'attribuent un rôle idéologique, tentant d'éliminer les manifestations du colonialisme. L'action de l'Italie se caractérise par une absence de moyens pour mener à bien sa politique, malgré de nombreuses interventions. L'Allemagne, mise hors jeu par la Première Guerre mondiale, se fait plus présente à partir de 1936 et la menace qu'elle représente pour l'Europe exerce un attrait sur les populations syriennes et libanaises. Les actions ou les influences des puissances passent aussi, directement ou indirectement, par les populations locales. Alors que la majorité des chrétiens acceptent la présence de la France, certains nationalistes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, la refusent. Ils utilisent les puissances étrangères comme levier contre la présence française afin d'obtenir l'indépendance, et s'appuient alternativement sur les unes ou les autres, quitte ensuite à s'en éloigner une fois leur but atteint, à la faveur des événements. Ils s'appuient en priorité sur l'Italie et sur l'Allemagne, qui n'affichent pas de visée territoriale précise sur le Levant. Jouer la carte de la Grande-Bretagne est plus aléatoire, celle-ci étant l'allié officiel de la France. Les nationalistes pensent en outre qu'une fois la France évincée grâce à l'aide britannique, il faudra éliminer cet allié. Ces idées d'indépendance, dont le corollaire est la constitution d'une grande Syrie, voire d'un grand empire arabe, sont renforcées par la proximité des mandats et des possessions britanniques. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure les nationalistes ont été utilisés par les puissances occidentales, afin de gêner l'action de la France. Les rivalités entre la France et la Grande-Bretagne s'expliquent par la place stratégique du Levant, point de rencontre des deux empires coloniaux. La France est en effet présente en Algérie, en Tunisie et au Maroc, mais elle possède également de nombreux intérêts culturels en Égypte. La Grande-Bretagne est présente quant à elle en Palestine, en Irak, en Égypte depuis 1882,
à Chypre, au Koweït, à Qatar, à Oman en Afghanistan et bien sûr en Inde. Dans cette configuration géographique, il ne peut résulter que des frictions tectoniques entre empires français et britannique. La nature des rivalités est différente pour l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne ayant perdu son empire colonial à la fin de la Première Guerre et l'Italie, bien que présente dès 1912 dans les îles du Dodécanèse prises à l'Empire ottoman, sur la côte libyenne, en 1939, elle contrôle toute la Libye, en Albanie ainsi qu'en Éthiopie, recherche néanmoins une expansion territoriale. Ces deux puissances orientent différemment leur politique extérieure. L'une cherche à combler ce vide colonial, et l'autre à prendre une revanche sur les promesses non respectées de 1919, d'où des intrigues plus idéologiques avec la France. Ces deux pays illustrent ainsi leur puissance, même s'ils ont peu les moyens de leurs prétentions au Levant, surtout l'Italie. L'époque des conquêtes coloniales par la force est abandonnée après la Première Guerre mondiale, et les puissances cherchent dès lors à assurer une autorité, plus morale que politique, sur d'autres territoires par des politiques d'influence culturelle, économique et idéologique. Leur but n'est ni de s'emparer des territoires par la force militaire, ni d'assurer le pouvoir politique à la place des gouvernements locaux. Mais ces rivalités sont mouesses par des ressorts spécifiques à chaque puissance. Pour les Britanniques, le Levant est sur la route des Indes et pour la France, il est l'escale aérienne de l'Indochine, seule colonie rentable. Le Levant devient alors, pour des motifs différents, un centre majeur des intérêts géopolitiques des puissances. En substance, ces rivalités ont un caractère très singulier, sans doute parce qu'elles se déroulent sur un territoire au cœur d'enjeux stratégiques, le Levant, sans doute aussi parce qu'elles se situent à une époque de profonde mutation dont on trouve un symbole dans la notion ambiguë de mandat. La France, considérant le Levant comme une chasse gardée, ne peut concevoir que d'autres puissances occidentales interfèrent sur ces territoires. C'est ainsi que pour la France, les interventions des puissances étrangères dans des domaines considérés comme du ressort spécifique de son administration, la font entrer dans une logique de compétition, logique que les puissances occidentales ne manquent d'ailleurs pas d'entretenir par de nombreux moyens. Chapitre 1 : La décomposition de l'Empire ottoman et les rivalités occidentales. Les puissances occidentales affirment leurs ambitions dans l'Empire ottoman, et cette avancée européenne se traduit par de fortes rivalités, perceptibles jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Au cours du conflit, ces rivalités atteignent leur apogée, plus spécialement en Syrie, où la compétition entre les puissances dites alliées est particulièrement vive. La position des Occidentaux dans l'Empire ottoman, à la veille de la Première Guerre mondiale. Côté de l'horizon où le soleil se lève et par extension régions qui sont au Levant, par rapport à la France, et spécialement les régions de la Méditerranée orientale, selon le Robert, le terme Levant désigne, jusqu'au mandat français, le Bilad al-Sham, c'est-à-dire la Syrie historique, constituée des États actuels de Syrie, du Liban, de Jordanie, de Palestine et d'Israël, puis se limite, à l'époque du mandat français, à la Syrie et au Liban. Cette expression française est mouvante et évolue avec la diplomatie. Entre 1914 et 1918, l'ambition du Quai d'Orsay est de faire reconnaître la présence de la France sur la Syrie historique, appelée encore Grande Syrie, mais ce projet est rendu caduc par l'octroi du mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne. La Méditerranée occupe une position privilégiée entre l'Europe méridionale, l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale. Au sein de cet espace méditerranéen, le Levant est le point de passage obligé entre l'Occident et l'Orient, et a toujours bénéficié d'une situation commerciale particulièrement intéressante. Le Liban est bordé par la mer sur toute sa façade ouest, 210 km. A l'inverse, la Syrie, d'une plus grande superficie, possède une zone côtière réduite, 160 km, ce qui explique en partie les revendications nationalistes syriennes sur le Grand Liban de l'époque mandataire. La Syrie historique ou physique était ainsi limitée jusqu'en 1919 au nord par les montagnes du Taurus, à l'est par le désert de Syrie et l'Euphrate qui constituait la limite avec l'Irak, au sud par la mer Rouge qui constitue la limite de la Syrie méridionale, à l'ouest la Méditerranée. À l'intérieur de celle-ci, le Liban est limité au nord et à l'ouest par le Sandjak de Tripoli et le vilayet de Beyrouth, à l'est par le vilayet de Damas, et au sud par celui de Saïda, pour une superficie de 5 740 km² et une population de 400 000 habitants.
Sur le plan institutionnel, suite à l'intervention de la France en 1860 lors des massacres perpétrés contre les chrétiens, le Mont Liban, c'est-à-dire la zone montagneuse dans l'arrière-pays de Beyrouth, acquiert une autonomie politique au sein de l'Empire ottoman. Le règlement organique de 1861, modifié en 1864, reconnaît la dimension chrétienne du Liban et lui donne le privilège de former un territoire autonome, ayant à sa tête un gouverneur chrétien ou mutasarrif, nommé par la Porte et relevant directement des ''L'', mais dont la nomination est néanmoins soumise aux 5 puissances européennes, France, Grande-Bretagne, Autriche, Prusse et Russie, qui constituèrent la commission internationale envoyée au Liban pour déterminer les causes des massacres. Cette commission est également chargée de réorganiser le Mont Liban. Le mutasarrif est assisté d'un conseil administratif, composé de 12 membres élus parmi les communautés principales qui composent le Mont Liban, les Maronites, les Druzes, les Grecs orthodoxes, les Grecs catholiques, les Sunnites et les Chiites d'eux. Ce régime dure jusqu'en 1915. Les zones d'influence dans l'Empire ottoman, RESULTENT d'un long processus historique. La répartition géographique des influences des puissances avant 1914 s'explique essentiellement par les intérêts économiques et diplomatiques qu'elles détiennent. Cette répartition préfigure les futures zones d'influence politique que les puissances souhaiteraient obtenir. Le développement des intérêts occidentaux s'appuie sur le cadre privilégié des capitulations concédées par l'Empire ottoman aux puissances occidentales. Du latin médiéval capitular, signifiant faire une convention, ces traités établissent un statut particulier pour les Occidentaux dans l'Empire ottoman en leur accordant des tarifs douaniers préférentiels, la permission de voyager et de faire du commerce, la liberté de religion et l'inviolabilité du domicile, ainsi qu'un privilège de juridiction du consul sur ses ressortissants. Conséquence de l'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique en 1535, les premières capitulations entre le Royaume de France et l'Empire ottoman datent de 1536 et de 1569. Ce régime est étendu à la Grande-Bretagne en 1580, au Royaume des Deux Siciles en 1740, à la Prusse en 1761, à l'Autriche en 1768, à l'Espagne en 1783 et aux États-Unis à partir de 1830. Au XIXe, ces traités deviennent des instruments de domination des puissances étrangères, car l'impossibilité pour la Porte de rectifier les tarifs douaniers entraîne la ruine des initiatives industrielles et une dépendance croissante de l'Empire aux importations de produits manufacturés européens. En outre, les puissances étendent leur protection à une grande part de la population ottomane, notamment chrétienne et juive. La Grande-Bretagne et les États-Unis tentent d'implanter le protestantisme, tandis que l'Église catholique riposte en envoyant des missionnaires français et italiens. Ces sujets protégés par les puissances occidentales échappent à l'autorité ottomane et sont exemptés de l'impôt ottoman III. Les capitulations sont dénoncées à l'entrée en guerre de l'Empire ottoman et abolies par le traité de Lausanne de 1923. Profitant de l'affaiblissement graduel de l'Empire ottoman, mais tout en reconnaissant la nécessité du maintien de son intégrité, les puissances occidentales interviennent dans les affaires intérieures de l'Empire. De 1873 à 1890, la dépression économique en Europe pousse les puissances à rechercher des matières premières et des débouchés à leurs produits manufacturés. Mais en même temps, la question de la dette ottomane, consécutive à la banqueroute de 1875, inquiète les investisseurs européens. La défaite des armées ottomanes devant les armées russes début 1878 laisse craindre l'effondrement de l'Empire ottoman. Au nom de l'équilibre européen, les puissances occidentales interviennent en faveur de la Turquie et imposent à la Russie à Berlin en juillet 1878 de réduire ses prétentions, mais la Turquie est cependant dépouillée dans les Balkans. Peu après, en novembre 1881, de nouvelles conditions sont trouvées à la question de la dette ottomane, avec la création de l'administration de la dette publique, en charge de la gestion de la dette et à laquelle ont été affectées diverses ressources douanières et fiscales de l'Empire. Dirigée par un conseil composé de 7 membres, dont 6 Européens, et présidée à tour de rôle par un délégué français ou britannique, l'administration de la dette publique consacre une importante perte de souveraineté économique pour l'Empire. Dans le domaine économique,
les Occidentaux privilégient la construction du chemin de fer, secteur qui représente avant la Première Guerre mondiale 2/3 des capitaux étrangers placés dans l'Empire ottoman. Les lignes construites avant 1876 dans l'ouest de l'Anatolie sont prolongées et Ankara est atteint en 1892. De 1800 km en 1878, le réseau passe à 5800 km en 1908. Il est clair également que les intérêts économiques provenant du partage du réseau ferroviaire préfigurent leurs futurs intérêts politiques. Comme l'analyse Pierre Renouvin, chacun des gouvernements intéressés considère que la zone d'influence économique formée autour de la voie ferrée est un jalon posé pour un partage éventuel de la Turquie d'Asie. 4. À titre d'exemple, c'est une société ferroviaire, le Bagdad-Ban, qui est la première société à obtenir une concession pétrolière. Aux investissements dans le secteur ferroviaire, s'ajoutent des investissements dans les ports, les quais ainsi que les phares. Au total, les investissements dans les infrastructures de transport représentent 73% des investissements étrangers. À la fin du siècle, la France supplante la Grande-Bretagne à la première place des investissements étrangers dans l'Empire ottoman. La chute des investissements britanniques laisse penser à une désaffection de la Grande-Bretagne pour l'économie de l'Empire ottoman, sans doute liée au refroidissement des relations diplomatiques depuis 1882, date à laquelle la Grande-Bretagne impose son protectorat en Égypte. L'intervention des puissances dans le domaine culturel est également importante à la fin du XIXe siècle. Elle est surtout marquée par les luttes d'influence pour installer des écoles, des missions religieuses, des œuvres de bienfaisance et pour créer un protectorat religieux auprès des populations chrétiennes de l'Empire V. La présence occidentale se caractérise principalement par la recherche d'intérêts économiques et préfigure les zones d'influence culturelle, ce qui accroît les rivalités entre les puissances. La France revendique un droit d'influence sur la Syrie, la Grande-Bretagne sur la péninsule arabique et sur la Mésopotamie, l'Italie convoite l'Anatolie orientale, et l'Allemagne développe des visées non seulement en Anatolie centrale, mais également sur le nord de la Syrie et en Mésopotamie 6. L'importance du PORTOURMEDITEREANEN pour la France. Le pourtour méditerranéen retrouve une importance vitale pour la France au XXe siècle. Après les tentatives d'implantation en Amérique, à Terre-Neuve en 1714, au Canada et en Louisiane en 1763, la France recentre sa politique avec Napoléon Bonaparte sur l'Italie, Malte et l'Égypte. Lancée en 1798, la campagne d'Égypte a pour but de couper la route des Indes à l'Angleterre. L'année suivante, Bonaparte avance en Syrie, prend Jaffa en Palestine puis met le siège devant Acre. L'échec de celui-ci brise le rêve de Bonaparte d'occuper l'Asie mineure et de prendre Constantinople. Sous Napoléon III, la présence française dans l'Orient méditerranéen est consolidée par les victoires de la guerre de Crimée, 1854 à 56, suivie de l'expédition en Syrie en 1860 et du percement du canal de Suez de 1859 à 1869. La conquête de l'Algérie, menée par Bugeaud, commence en 1830 sous la monarchie de Juillet, s'achève sous le Second Empire, Napoléon III se ralliant à la politique du royaume arabe et considérant l'Algérie non comme une colonie, mais comme un royaume où les populations arabes bénéficient de sa protection. La politique méditerranéenne française est poursuivie sous la Troisième République. Un protectorat est établi en Tunisie en 1881. Avant cette date et indépendamment de la Porte, les beys de Tunis entretiennent de bonnes relations avec la France. Le Maroc est pacifié et organisé par Lyautey en 1912. Enfin, à la périphérie de la zone de la Méditerranée orientale, la France est présente depuis 1862 sur la côte française de Somalie et à Djibouti. Dans les territoires de l'Empire ottoman, la France possède des zones d'influence en Anatolie autour du port et du chemin de fer de Smyrne, en Anatolie du Nord et en Syrie, où ses intérêts économiques et culturels prédominent, ainsi qu'en Égypte, alors sous influence britannique. Les intérêts français les plus importants sont en Syrie, où déjà Napoléon III avait de vastes ambitions. Il voulait compléter son programme méditerranéen en fondant en Syrie un État autonome s'interposant entre l'Égypte et l'Anatolie et soumis à l'hégémonie française. 7. La France met en avant sa position traditionnelle de protection des chrétiens pour leur porter secours lors des troubles qui éclatent avec les Druzes en mai 1860.
Les massacres des chrétiens dans la région de Beyrouth et de Damas, et plus particulièrement ceux du 9 juillet où plus de 5000 chrétiens sont tués à Damas, conduisent Napoléon III à intervenir. Un corps de 7000 hommes sous le commandement du général de Beaufort d'Oppoul est ainsi expédié en Syrie à la mi-août. Mais la présence armée de la France est perçue comme une menace par la Turquie et par la Grande-Bretagne, qui craignent que le projet de Napoléon sur la Syrie provoque les revendications d'indépendance dans l'Empire ottoman. Les troupes françaises limitent leur intervention au littoral et à la montagne libanaise, qu'elles quittent le 5 juin 1861. Une convention, signée à Péra le 9 juin entre le grand vizir Ali Pacha et les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, reconnaît le Mont-Liban comme une province autonome dans l'Empire ottoman VIII. Malgré la réaffirmation du rôle de protectrice des chrétiens de la France par l'expédition de 1860, les puissances occidentales, auxquelles la Porte a reconnu des droits similaires, ne semblent pas reconnaître de prérogatives particulières à la France. Le traité de Berlin de 1878 évoque les droits acquis par la France, sans plus de précision, ainsi que le maintien du statu quo sur les lieux saints. Mais en fait, la France perd l'exclusivité de son droit de protection sur les catholiques latins autres que français car le traité reconnaît des droits comparables aux puissances sur leurs nationaux et sur leurs œuvres. La France s'oppose donc à la diminution de ces droits. Les puissances étrangères ne s'y trompent pas et tentent de faire respecter les décisions de Berlin. L'Italie est particulièrement impliquée. Le nombre de ses religieux et de ses missions en Orient, son désir de restaurer sa place en Méditerranée la pousse à favoriser la disparition du protectorat religieux de la France neuve. Mais cette dernière ne peut accepter la perte ni de son protectorat ni de la légitimité qu'elle en retire, notamment en Turquie et en Syrie, où se développent des congrégations françaises et se répand l'enseignement de la langue française. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la France possède en Terre Sainte 58 établissements et plus de 100 établissements protégés français. Ils sont dirigés par 178 religieux français, qui ont en charge 1000 élèves, et par 300 religieuses qui s'occupent de 2200 élèves. En Syrie, la plus importante réalisation est la création par la Compagnie de Jésus, en 1875 à Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph. Les missions françaises en 1913, religieuses ou laïques, représentent quant à elles 220 écoles fréquentées par 52 000 élèves de tout âge et de toute confession, sur une population totale syrienne de 3,5 millions d'habitants. La position de la France en Syrie lui permet de diffuser son rayonnement. Les décisions politiques de la Troisième République, et notamment la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 modifient peu le rôle de la France en Orient. Certes, la Chambre demande que l'enseignement laïque se substitue progressivement à celui des congrégations de l'Empire ottoman. Début 1903, la Chambre diminue le budget alloué aux écoles congréganistes, passant de 588 800 francs en 1902 à 496 065 francs en 1905. Mais cette diminution n'est pas uniforme entre régions de l'Empire ottoman. Dans celles où la concurrence des écoles étrangères risque de porter atteinte à l'enseignement du français, comme dans les régions arméniennes, où la concurrence américaine est importante, les subventions ne sont pas diminuées. En revanche, les allocations sont réduites de 15% en Palestine car la concurrence étrangère paraît moins redoutable. Mais malgré les précautions prises, cette réduction est préjudiciable aux intérêts de certaines congrégations comme celle des Salésiens, dont les subventions sont supprimées en 1904 et qui n'enseignent plus le français dans leurs écoles de Palestine. La congrégation passe sous le contrôle de l'Italie, qui impose ses conditions en échange de subventions. La France continue néanmoins de subventionner de nombreuses écoles congréganistes, bien que celles-ci soient pour la plupart interdites en métropole, afin de promouvoir la présence de la France en Orient. Cette orientation qui constitue la base de sa propagande lui permet de maintenir les deux axes de sa politique culturelle. La protection des chrétiens, et le développement de son influence linguistique et culturelle, souvent concurrencée par les puissances étrangères. L'action dans le domaine scolaire s'exerce également grâce aux écoles de la mission laïque. Fondée en 1902 pour créer des écoles françaises laïques à l'étranger, capables de diffuser les idées de la Révolution et de la République, la mission laïque se développe en Orient. Des écoles sont créées en 1906 à Salonique,
en 1909 à Beyrouth et au Caire et en 1914 à Alexandrie. À son installation à Beyrouth, la mission se donne pour but de propager la langue et la culture française en toute indépendance des opinions politiques, philosophiques et religieuses. 11. Au total, la République soutient financièrement aussi bien les fondations congréganistes que les établissements laïques, au nom des intérêts de la France. Le budget public alloué par le Quai d'Orsay à ces œuvres s'élève à 2,5 millions de francs à la veille de la guerre 12. Outre cet aspect religieux et scolaire, la France est très présente dans le domaine économique, les capitaux français devenant prépondérants dans l'Empire ottoman pour représenter la moitié des investissements étrangers en 1914. Dans le domaine des transports, les sociétés françaises possèdent des intérêts dans les réseaux ferrés en Anatolie avec la société Smyrne Kassaba et Prolongement, et en Syrie avec la société Beyrouth Damas Hama et Prolongement. Sont ainsi fondées en Syrie les lignes Damas Mzerib en 1889, Damas Tripoli en 1891, Alep Rayak en 1893 et Tripoli Homs en 1919. Au total, la société Beyrouth Damas Hama possède un réseau de 682 km, sur lequel circulent 476 000 voyageurs en 1907 et 814 500 en 1913. Les ports de Smaïm et de Beyrouth appartiennent également à une société française. En 1913, avec 2900 navires pour un tonnage total de 1 800 000 quintaux et des recettes brutes de 1,5 million de francs, Beyrouth devient le premier port de la Méditerranée orientale. Dans le domaine des services, le capital français contrôle l'administration des phares de l'Empire ottoman, la régie des tabacs ainsi que des sociétés de services urbains, Eau de Constantinople, Tramway et Électricité de Constantinople. À Beyrouth, les capitaux français sont présents dans les eaux de Beyrouth, société fondée en 1870 par un Français et rachetée par une société française en 1910, et le gaz de Beyrouth, concession obtenue en 1887. L'éclairage électrique et les tramways sont obtenus par la France en 1908. Elle est également présente dans le secteur bancaire. Notons qu'à la différence de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, la France est absente du secteur pétrolier 13. La France est le premier partenaire commercial de la Syrie. En 1913, il est exporté d'Alexandrette, de Beyrouth et de Haïfa vers la France près de 22 millions de francs, dont 13 millions pour le seul port de Beyrouth. En Syrie, l'industrie de la soie est exploitée par les industriels lyonnais et compte 125 filatures en 1914-14. À la veille de la guerre, la France tient une position prépondérante dans l'Empire ottoman, et plus particulièrement en Syrie, ce qui laisse présager au cas où l'Empire ottoman viendrait à disparaître, une revendication politique sur ces territoires. Dans quelle mesure le protectorat religieux de la France ne détermine-t-il pas les événements du mandat à venir ? Par la protection accordée aux populations chrétiennes et par le rôle des missionnaires, la France ne s'aliène-t-elle pas les populations musulmanes qui chercheraient appui auprès des puissances occidentales ? Les RIVALITES occidentales dans l'Empire ottoman. La décomposition de l'Empire ottoman suscite d'inévitables tensions entre les puissances, chacune cherchant à se préparer à la disparition éventuelle de l'Empire et à établir son influence par le développement de ses intérêts dans les domaines scolaires, caritatifs et économiques. La politique de la Grande-Bretagne est motivée dès le XVIIIe siècle par la sécurité des Indes, aussi bien du territoire lui-même que de la route permettant d'y accéder. À cet égard, la Grande-Bretagne s'assure le contrôle de divers territoires, provenant pour la plupart du démembrement de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Elle s'installe à Aden en 1839, administrée par le gouvernement de l'Inde, et à Chypre en 1878 en échange de son appui contre la Russie. L'Égypte passe sous le contrôle provisoire de Londres en 1882, et devient un protectorat en 1914, de même que le Koweït. Elle est également présente au Soudan, condominium anglo-égyptien, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats, à Oman. L'Afghanistan est placé en 1907 dans sa zone d'influence. Dans les régions ottomanes, la Grande-Bretagne développe ses intérêts commerciaux. Les capitaux britanniques contrôlent le chemin de fer Smyrne-Aïdin, dont le réseau est prolongé jusqu'au lac Beïchéhir, à 400 km au sud-est de Smaïm. Par un accord du 15 février 1914,
la Grande-Bretagne obtient de l'Allemagne que celle-ci ne prolonge pas la construction de sa voie ferrée au-delà de Bassora. Dans le secteur pétrolier, la première concession ottomane est accordée en 1903 à la Bagdad-Bahn allemande. Sous la pression du Foreign Office contre ce monopole, l'Allemagne cède en 1912 et accepte l'entrée de capitaux étrangers. La Turkish Petroleum Company ainsi créée est détenue à 50% par la société britannique anglo-persiane, à 25% par l'anglo-hollandaise Royal Dutch, à 25% par la Deutsche Bank et à 5% par le financier arménien Gulbenkian. L'influence culturelle de la Grande-Bretagne se développe principalement grâce aux missions protestantes et aux écoles, en Égypte et dans l'Empire ottoman, à Constantinople, Smyrne, Damas et Beyrouth. La Grande-Bretagne tente également d'établir des liens particuliers avec des minorités religieuses, à l'instar de la France avec les Maronites, mais malgré ses intérêts économiques au nord de la Syrie, ne parvient pas à s'imposer comme puissance protectrice auprès des populations locales. Elle est même gênée par la présence et l'influence française. Les jalons lancés auprès des notables druzes ne sont guère probants à la fin du XIXe siècle XV. Les États-Unis, quant à eux, ne revendiquent aucune zone d'influence géographique. À la veille de 1914, ils ne possèdent d'ailleurs aucune zone d'influence dans l'Empire ottoman, mais essaient de se positionner culturellement. Leur action est orientée vers la protection des missions religieuses protestantes, et entre en compétition avec les Allemands et les Britanniques. Dès le XIXe siècle, les missionnaires des églises réformées américaines s'installent au Levant et sont particulièrement actifs dans le domaine de l'éducation. À partir de 1830, les missions américaines commencent à s'implanter dans l'Empire ottoman, sous l'égide de l'American Board of Commissioners for Foreign Missions, mais elles se développent surtout à partir de 1870. Le principal pôle d'influence américaine est le Syrian Protestant College de Beyrouth. Fondé en 1866, cet établissement repose sur un projet humaniste large, le service de la jeunesse syrienne et son éducation académique et morale et comprend un lycée, une école préparatoire et une université. Cet établissement est proche des milieux patriotiques syriens. Les professeurs arabes de l'établissement sont impliqués dans le premier mouvement autonomiste arabe en 1880. L'enseignement de la langue arabe est de qualité, même si l'usage de l'anglais se généralise vers 1880. Ce collège deviendra l'American University of Beirut en 1920. Outre Beyrouth et le Mont-Liban, les Américains sont présents en Syrie avant-guerre par l'installation de missions et d'écoles ainsi que dans quelques entreprises commerciales 16. L'Italie occupe l'Érythrée depuis 1882, et une partie de la Somalie devient colonie italienne en 1905. L'Italie s'implante ensuite en Méditerranée orientale. À la faveur de la guerre en Tripolitaine, elle obtient la Cyrénaïque, Rhodes et les îles du Dodécanèse. Elle est également présente dans la région d'Adalia. Souhaitant obtenir, dans la lignée de ses succès en Méditerranée, une zone d'influence en Asie mineure, l'Italie sollicite la concession des voies ferrées autour des ports de Mersin et d'Adana. Un accord avec la Grande-Bretagne en mars 1914 délimite le tracé du rail italien, préfigurant ainsi la zone qui sera octroyée à l'Italie lors des accords de Saint-Jean-de-Maurienne en 1917. Les actions culturelles et scolaires italiennes sont également importantes. L'Italie tente de s'établir en Orient, faisant ainsi concurrence aux œuvres françaises. Les missions franciscaines sont largement représentées dans l'Empire ottoman, et plus particulièrement la custodie de Terre Sainte, en Syrie depuis le XVIIIe siècle, qui comprend 492 religieux en 1906 dans les diocèses de Jérusalem, d'Égypte et d'Alep, dont 46 franciscains dans ce dernier diocèse. Les carmes italiens sont également établis en Syrie, tandis que les Français contrôlent la mission de Bagdad. En 1911, les carmes italiens regroupent 22 religieux et environ 20 religieuses dans les couvents de Tripoli, la paroisse d'Alexandrette et les internats de Bécharé et de Koubaya dans le Haut-Liban. À l'époque déjà, les carmes italiens de Syrie se plaignent de la protection française. Les Salésiens s'implantent en Palestine, où ils sont à la tête de 4 maisons d'éducation à Bethléem, Nazareth, Crémissan près de Jérusalem et Beth Gemal près de Bethléem. Ils gèrent également l'école italienne de Jérusalem 17. En 1899,
Les écoles dirigées par les religieux sont au nombre de 30, regroupent 6 000 élèves et reçoivent une allocation de 51 000 francs. Ces écoles religieuses sont également soutenues par l'Association de recours aux missionnaires italiens, société privée qui a obtenu l'appui du gouvernement royal. Cherchant à s'affranchir de la dimension religieuse dans le domaine de l'éducation, l'Italie fonde, sous l'influence de Crispi, les écoles laïques d'Orient. Celles-ci reçoivent en 1899 une subvention de 900 000 francs, pour 52 écoles et 8 356 élèves. Le gouvernement doit néanmoins s'adresser aux communautés religieuses pour renforcer les effectifs d'enseignants, et constatant le peu de succès des écoles laïques, subventionne les écoles congréganistes. En Syrie, 3 des 5 écoles laïques ont dû être fermées. À Smyrne, le gouvernement italien remplace en 1905 les maîtres laïcs de son école de garçons par des Salésiens 18. Sur le terrain diplomatique, les Italiens estiment avoir été lésés lors de l'attribution à la France du protectorat religieux sur les chrétiens d'Orient. Mais à la faveur de 1905, de nombreuses congrégations françaises passent sous la protection italienne. Franciscains de Tripolitaine, Salésiens et franciscains d'Égypte, Salésiens de Palestine, Carmes de Syrie, ce qui aura de nombreuses incidences pendant le mandat français, et dominicains de Constantinople. Mais malgré l'ampleur de la politique italienne, la France garde la primauté en matière culturelle. 19. L'Allemagne entretient de nombreux liens avec l'Empire ottoman. En 1898, dans le cadre de la Weltpolitik, politique d'expansion mondiale de l'Allemagne, Guillaume II se rend en visite officielle à Constantinople, en Palestine où il affirme le rôle de l'Allemagne, protectrice des catholiques et des protestants, et à Damas, où il fait de même auprès des musulmans de Syrie, tout en élargissant cette prérogative aux 300 millions de musulmans dans le monde 20. Guillaume II s'attache à prouver au sujet de l'Empire ottoman, musulmans et chrétiens, l'amitié et la bienveillance de l'Allemagne et vise à ébranler le protectorat religieux de la France, en faisant savoir qu'il souhaite protéger les religieux allemands relevant des missions sous protection de la France. Il souhaite également obtenir le contrat de la construction du chemin de fer de Bagdad. Possédant depuis 1888 la Société du chemin de fer en Anatolie, l'Allemagne obtient la concession du chemin de fer de Bagdad par un contrat du 5 mars 1903. La ligne principale doit relier l'Anatolie à la Mésopotamie et au golfe Persique, d'Izmit jusqu'à Bagdad, par Ankara, Adana et Mossoul. Plusieurs embranchements vers la Syrie, l'Arménie, la Perse et le golfe Persique sont prévus. Au total, le Bagdad-Ban s'étend sur 4000 km. Ce contrat qui assure à l'Allemagne une primauté économique et stratégique dans l'Empire ottoman, suscite les réactions de la France et de la Grande-Bretagne. Ces puissances cherchent à empêcher la réalisation du chemin de fer, en fermant leur marché financier à l'émission des emprunts destinés à la construction. Ces actions ne nuisent cependant pas à l'entreprise allemande, même s'ils en retardent l'avancement. Des négociations sont alors entamées avec l'Allemagne, afin de répartir les concessions des chemins de fer. Un traité est signé avec la France le 15 février 1914, prévoyant que celle-ci peut poursuivre la construction des voies ferrées de Damas à Beyrouth et à Alep, vers Tripoli, Homs et Der Ez-Zor. Un traité conclu avec l'Angleterre prévoit que la voie qui devait relier Bagdad au golfe Persique s'arrêtera à Bassora. La Grande-Bretagne prendra le relais par le réseau fluvial. La démarche britannique est dictée par son souci de préserver la route des Indes d'une trop grande proximité avec le réseau ferré construit par l'Allemagne, proximité qui pourrait nuire aux intérêts britanniques. Citons enfin le développement par l'Allemagne d'un réseau de communication maritime, par la compagnie Deutsche Levant-Linie, et la présence de capitaux allemands dans l'exploitation du pétrole par sa participation de 25% dans la Turkish Petroleum Company. Dans le domaine militaire, l'Allemagne apporte son appui à l'Empire ottoman. Bien avant le voyage de Guillaume II, la Turquie confie la réorganisation de son armée à l'Allemagne. À la veille de la guerre, des liens sont tissés encore plus étroitement entre les deux armées. Ainsi, le maréchal Liman von Sanders est envoyé à Constantinople comme inspecteur général de l'armée. Au total, l'Allemagne ne rivalise cependant pas avec les capitaux français et britanniques, mais sa pénétration est rapide pour le chemin de fer. L'apparition de ce nouvel acteur, notamment dans le domaine militaire,
renforce les compétitions avec la France et la Grande-Bretagne, tout en contribuant au rapprochement anglo-russe. Dans le domaine scolaire, l'Allemagne a pour objectif de créer des écoles dans toutes les villes desservies par le Bagdad-Bahn. Les réalisations sont importantes, notamment à Alep et à Bagdad. En 1900, elle a établi 9 écoles en Turquie d'Europe, dont 5 à Constantinople pour un total de 2159 élèves. Dans le reste de l'Empire, l'Allemagne entretient 18 écoles et 1645 élèves 21. En Palestine, la fin du XIXe siècle voit s'affirmer la présence allemande à Jérusalem avec l'installation des congrégations religieuses catholiques. Sœurs de Saint-Charles en 1887 et Lazaristes allemands en 1890. Des œuvres allemandes protestantes sont également établies en Palestine dans le cadre d'une redécouverte de cette région. Citons les Schneller, famille protestante du sud de l'Allemagne qui créait une mission en 1860, afin de recueillir les Libanais orphelins suite au massacre de 1860-22. La présence allemande en Palestine, et par extension dans l'Empire ottoman, est perçue comme une menace par la France, surtout dans les domaines religieux et culturels. Les intérêts financiers, économiques et culturels dans l'Empire ottoman sont utilisés par les puissances à la faveur de la guerre pour légitimer leurs aspirations territoriales et politiques. Les rivalités entre les puissances aboutissent ainsi à la constitution de zones d'influence. Le discours diplomatique de chacune des puissances se fonde sur les acquis qu'elles détiennent et qui se sont renforcés avec les difficultés de l'Empire ottoman. Le discours diplomatique britannique. La route des Indes et les VISEESYROPALESTINIENNES. La préoccupation constante de la Grande-Bretagne en Orient est de contrôler la route des Indes. Pour ce faire, elle cherche à sécuriser le territoire compris entre la Méditerranée et l'océan Indien, c'est-à-dire la péninsule arabique. Ce thème, qui n'est donc pas nouveau dans les discours de la diplomatie britannique, est le pivot de la politique coloniale. Tout est mis en œuvre pour sauvegarder le joyau le plus précieux de la couronne de l'Empire britannique. La Grande-Bretagne craint tout État qui pourrait s'approprier des provinces de l'Empire ottoman, d'où il serait possible de menacer l'Inde même, et perçoit toute présence étrangère comme une menace. Elle établit donc une chasse gardée dans la péninsule. Les contrôles qu'elle s'assure successivement sur Gibraltar en 1704, sur Malte en 1814, sur Chypre en 1878, sur l'Égypte en 1882, visent à sécuriser les 3 routes marchandes de l'Orient par lesquelles l'Inde pourrait être attaquée. La route du sud par la mer Rouge, la route du nord par Arras et la route médiane par le sud de l'Irak 23. La route terrestre traverse la Palestine, la Mésopotamie, le sud de la Perse, le Beloutchistan avant d'arriver en Inde. Afin de sécuriser la route des Indes, la diplomatie britannique a des visées sur les territoires de Syrie et de Palestine. En 1906, une crise diplomatique éclate entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman à propos du tracé de la nouvelle ligne de chemin de fer du Hédiaz. Les autorités ottomanes voudraient créer un embranchement sur la ligne Damas-Médine pour rejoindre le port d'Aqaba sur la mer Rouge. Mais ce projet est considéré par la Grande-Bretagne comme une menace directe contre l'Égypte, car il donnerait la possibilité aux troupes ottomanes de s'acheminer rapidement vers le Sinaï et de s'emparer du canal de Suez. Le projet ferroviaire ottoman est finalement abandonné, mais cet épisode renforce la conviction des Britanniques qu'en cas de guerre, leur présence pourrait être menacée en Orient. Ils estiment ainsi nécessaire d'intégrer de nouveaux territoires au dispositif de défense de l'Empire, notamment la Palestine et la Syrie. Dans ce contexte, la Syrie apparaît comme un territoire stratégique dans la domination des voies de communication de l'Inde, l'état-major britannique étudiant même l'éventualité d'une occupation de la Syrie. Ainsi en 1911, le War Office développe l'idée d'un plan d'expédition et d'occupation sur la région d'Alexandrette. D'une façon générale, les milieux militaires n'envisagent pas une expédition en Syrie comme devant se produire dans un avenir immédiat, mais ils la considèrent comme indispensable pour consommer la ruine de l'Empire ottoman. Certains dans ces milieux revendiquent la suzeraineté du monde arabe oriental, ne pouvant admettre que la Grande-Bretagne, déjà établie en Égypte, et qui le sera certainement en Mésopotamie, soit exclue des centres intellectuels et religieux de Syrie. De leur côté, les Anglo-Indiens, c'est-à-dire les responsables britanniques en poste en Inde,
réclament une voie d'accès à la Méditerranée, par la route ou le chemin de fer. Les Anglo-Égyptiens prétendent de leur côté ne pas pouvoir assurer la sécurité de l'Égypte si elle n'a pas dans son hinterland les Bédouins de Syrie. Les avocats de ces différentes causes défendent 3 solutions. L'intégrité de la Syrie sous protectorat britannique, comme principauté autonome. L'intégrité de la Syrie sous protectorat britannique, comme province rattachée à l'Égypte. Le partage de la Syrie entre la France et la Grande-Bretagne. Cette dernière solution recueille le plus de suffrages et donnerait satisfaction aux intérêts essentiels de la Grande-Bretagne, tout en accueillant la majeure partie des revendications françaises. Ainsi, bien avant la guerre, la Grande-Bretagne envisage l'intégration de la Syrie dans son empire. Ceci signifie que les puissances commencent à percevoir l'Empire ottoman non plus comme un tout, mais comme une région qui pourrait être divisée en zones d'influence. Les officiers britanniques, ayant donc remarqué l'intérêt stratégique de la Syrie, disent très clairement et sans équivoque qu'ils souhaitent l'intégrer à l'Empire. C'est ainsi qu'en 1913, le comte Najib de Cresati, Libanais maronite appartenant à la mouvance du parti syrien, s'inquiète du poids grandissant de la Grande-Bretagne au Levant, et affirme au cours d'une conférence présidée par Paul Doumer, ancien gouverneur de l'Indochine que, depuis 60 ans, les Britanniques ont fait de grands progrès en Syrie. Tenir à la fois Malte, Chypre, Port Saïd, Beyrouth et Alexandrette, voilà le but des Anglais. Et tout cela pour la sécurité de la route des Indes, 24. La sécurité de la route des Indes est-elle la seule raison pour laquelle la Grande-Bretagne souhaite étendre son influence au Levant ? Les plans britanniques sur la région sont également liés à des intérêts économiques, dont celui de l'exploitation et de l'acheminement du pétrole de Mossoul, concédé à la Turkish Petroleum Company. La Grande-Bretagne recherche par conséquent un accès sur la Méditerranée afin d'acheminer ce pétrole. Constatant que la Grande-Bretagne tente de consolider ses positions en Orient, la France réaffirme sa légitimité sur la Syrie. Le protectorat catholique de la France et l'affirmation de sa légitimité en Syrie. La France estime être désignée pour succéder à la Turquie, du fait de son rôle historique de protectrice des chrétiens. Comme l'analyse Dominique Chevalier, la France resta la protectrice des chrétiens d'Orient, ce qui constitua d'ailleurs un argument diplomatique et affectif aussi commode pour l'usage international que pour l'usage intérieur. Cette position lui assura, dans une région privilégiée de la Méditerranée orientale, une implantation peut-être limitée, mais bénéficiant de la garantie populaire des chrétiens, des maronites notamment, dont la fidélité française conciliait les sentiments et les intérêts. 25. En effet, comme indiqué précédemment, les capitulations ont conféré à la France l'exclusivité de la protection consulaire non seulement sur les religieux catholiques envoyés par le Saint-Siège mais aussi sur tous les catholiques orientaux, théoriquement sujets ottomans. Les chefs des communautés catholiques d'Orient sont ainsi protégés français. L'exemple typique de cette situation est celui de la communauté maronite du Mont-Liban 26. Hommes politiques et diplomates français utilisent ainsi dans leurs discours l'argument du protectorat religieux et du poids historique de la tradition française au Levant, afin d'y expliquer les fondements de la présence française. Cependant, en dépit des intérêts traditionnels économiques, culturels et religieux qu'elle détient dans l'Empire, la France ne s'estime pourtant pas à l'abri des visées des puissances occidentales. 2 événements lui laissent en effet penser que sa primauté en Syrie est loin d'être reconnue. Il s'agit d'une part du plan déjà évoqué par le War Office de débarquement à Alexandrette d'un corps expéditionnaire britannique en cas de guerre avec les Ottomans. Il s'agit d'autre part de la crainte de la France que les puissances se saisissent de la question de la protection des chrétiens, qui lui revient traditionnellement, lors des troubles en Syrie pendant la guerre balkanique de 1912, lorsque certains font appel à la France comme à la Grande-Bretagne. La situation s'apaise avec la signature de l'armistice entre l'Empire ottoman et les régions balkaniques. Ces 2 événements laissent craindre au ministre des Affaires étrangères Raymond Poincaré que les puissances tirent profit de l'appel des Syriens et n'interviennent en Syrie dans le seul but de nuire à la France. Ils demandent par conséquent que leur désengagement soit expressément notifié. La Grande-Bretagne est particulièrement visée dans les décisions de Poincaré. Ne s'agit-il pas ici de la contraindre à abandonner publiquement les intérêts qu'elle pourrait avoir sur la Syrie ?
L'initiative de Poincaré est appuyée par des parlementaires, dont Étienne Flandin. Ce sénateur, fondateur d'une section musulmane au sein du Comité parlementaire d'action à l'étranger, rappelle l'importance pour la France du Levant, c'est-à-dire de la Syrie naturelle. Un groupe se constitue en faveur d'une Syrie française, appelée Parti syrien. Les ambitions de ce parti trouvent un large écho parmi les partisans de la Grande Syrie établis en France. À l'étranger, des hommes comme Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, contribuent aussi à faire prendre conscience que la France a des intérêts moraux en Orient, et plus particulièrement en Syrie, où elle pourra facilement jouer son rôle 27. C'est ainsi qu'en 1912, la France fait reconnaître ses droits spéciaux en Syrie par la diplomatie britannique. Au cours d'une conférence tenue chez le Premier ministre britannique Asquith, Poincaré obtient du ministre britannique des Affaires étrangères, Sir Edward Grey, que la Grande-Bretagne renonce à toute intervention en Syrie. Nous n'avons en Syrie ni intention d'agir, ni dessein, ni aspiration d'aucune sorte. Grey obtient néanmoins ultérieurement l'adjonction du mot politique au mot aspiration. Si la Grande-Bretagne reconnaît la primauté de la France au Levant et déclare ne pas avoir de revendications d'ordre politique, elle insiste cependant pour conserver intacts ses droits économiques 28. Fort de cette garantie, et selon les termes arrêtés après l'échange de vues entre le Foreign Office et le Quai d'Orsay, Poincaré déclare le 21 décembre 1912 au Sénat: « Je n'ai pas besoin de dire qu'au Liban et en Syrie notamment nous avons des intérêts traditionnels et que nous entendons les faire respecter. Nous n'y abandonnerons aucune de nos traditions, nous n'y répudierons aucune des sympathies qui nous sont acquises, nous n'y laisserons en souffrance aucun de nos intérêts. 29. La France renforce ainsi son influence politique et se garantit la non-intervention britannique au Levant. Mais l'orientation britannique de 1912 n'est cependant pas une garantie pour les années à venir car les décisions de Londres ne sont pas toujours appliquées par les Britanniques en Orient, et en particulier par les Anglo-Égyptiens du Caire. Il n'est pas évident non plus que la Syrie représente la même entité géographique pour les Français et les Anglais, ce qui laisse présager de futurs litiges. Enfin, le désintéressement de la Grande-Bretagne sur la Syrie inclut-il la Palestine, comme semble le croire la diplomatie française? Alors que la primauté de la France paraît être reconnue par le gouvernement britannique, l'Allemagne est plus critique. L'opinion allemande exprime ainsi sa désapprobation sur un quelconque privilège de la France sur la région. En 1913, des lettres de l'orientaliste allemand Martin Hartmann sont publiées par la Gazette de Francfort, à la suite d'un voyage qu'il effectue en Syrie au printemps. Son jugement sur la place de la France en Orient reflète l'opinion d'un certain nombre d'Allemands. Son analyse est la suivante: l'Allemagne n'a en Syrie que des aspirations économiques et civilisatrices, à la différence de la France qui considère la Syrie comme la France d'Orient. Pour garantir les aspirations civilisatrices du peuple allemand, Hartmann propose que les consulats soient adaptés aux besoins locaux et n'aient plus de personnel ignorant la langue du pays, et que la politique scolaire passe au premier rang des préoccupations de l'Allemagne en Syrie. De fait, la crise marocaine de 1911 peut expliquer comment l'Allemagne, déçue de ne pas avoir obtenu autant qu'elle le souhaitait, elle obtient seulement une partie du Congo français, au lieu de la colonie entière escomptée, critique l'influence de la France dans ses protectorats et dans ses zones d'influence. C'est finalement l'ensemble du système colonial français qui est visé. Enfin, par ses réalisations dans l'Empire ottoman, l'Allemagne estime avoir autant de droits que la France. Le contexte de l'année 1913 n'est pas favorable pour la France en Orient. En effet, le coup d'État des jeunes Turcs unionistes entraîne la reprise de la guerre avec les Balkans et l'agitation en Syrie fait craindre à la France la perte de son protectorat religieux. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les puissances occidentales tentent de supplanter la France. Présent pendant ces événements, Hartmann ne manque pas de rapporter l'opinion de la population, peu encline si l'occasion se présentait, à accepter une présence française. La France ne fait pas l'unanimité, même au sein de la population maronite. On lui reproche son opportunisme et son manque de clarté sur l'avenir de la région 30. La contestation des intérêts français et l'anticipation d'une disparition prochaine de l'Empire ottoman conduisent la France à réaffirmer ses intérêts sur la Syrie auprès des puissances concurrentes. Le déclenchement de la guerre attise néanmoins les convoitises entre la France et la Grande-Bretagne.
L'intervention des Occidentaux à la faveur de la guerre. Français et Britanniques se penchent sur l'avenir de la région. La recherche de zones d'influence qui apparaît en filigrane dès le début de la guerre laisse présager que les compétitions seront vives après la libération des provinces arabes de la tutelle turque. Français et Britanniques mettent en place des stratégies pour convaincre les populations de les soutenir contre les Turcs. Quel est l'impact de ces stratégies sur l'avenir du Levant ? La signature d'un traité d'alliance entre la Porte et l'Allemagne le 2 août 1914 entraîne l'Empire ottoman dans la guerre. Celui-ci possède une armée équipée et entraînée sur le modèle allemand, et encadrée par de nombreux officiers, dont le général Liman von Sanders qui prend la direction de l'état-major ottoman à Constantinople 31. À la suite du bombardement du port russe d'Odessa le 29 octobre 1914 par la flotte ottomane, passée sous commandement d'un officier allemand, la Triple Entente déclare la guerre à l'Empire les 2 et 5 novembre. L'armée ottomane combat sur le front égyptien contre la Grande-Bretagne, sur celui du Caucase contre l'armée russe, sur celui des Dardanelles contre Français et Britanniques et sur celui de Mésopotamie contre les Britanniques. En Égypte, la 4e armée ottomane a pour mission de prendre le canal de Suez, mais face à la résistance britannique, elle se replie sur la Palestine, afin de protéger la ligne de chemin de fer du Hédiaz et le littoral syro-palestinien. Sur le front du Caucase, la 3e armée basée à Erzurum lance en décembre 1914 une offensive contre l'armée russe, mais en février 1916 les Russes prennent Erzurum et pénètrent en Anatolie orientale. La révolution russe de 1917 renverse la situation, et le traité de Brest-Litovsk d'avril 1918 permet aux Ottomans de revenir aux frontières de 1876. Forte de ce succès, l'armée ottomane entre dans le Caucase, heurtant par là les ambitions de l'Allemagne dans cette région, occupe la Géorgie et s'empare de Bakou le 16 septembre 1918. L'armée ottomane connaît en revanche des échecs dans les Dardanelles et en Mésopotamie, où les Britanniques débarquent fin 1914. En mars 1917, ils prennent Bagdad 32. En même temps que se déroulent ces campagnes militaires, les Alliés mènent un jeu diplomatique intense pour faire aboutir leurs ambitions sur les provinces arabes de l'Empire ottoman. 2 accords, au demeurant incompatibles, sont signés d'une part entre la Grande-Bretagne et le shérif de la Mecque, et d'autre part entre la France et la Grande-Bretagne. La correspondance HUSSEINM-ACM-AHON. Le shérif Hussein de la Mecque, de la famille des Hachémites et père de Faysal, d'Abdallah et de Zéïd, est descendant du prophète Mahomet et gardien des lieux saints de l'islam. Du fait de sa fonction et de la légitimité qui y est attachée, les mouvements arabes prennent contact avec lui dans le but de créer des soulèvements en vue de l'autonomie des provinces arabes de l'Empire. Étendard contre la domination ottomane dans les provinces arabes, Hussein se range du côté de l'entente, faisant contrepoids à l'alliance de l'Allemagne avec la Porte. L'appui d'Hussein est capital aussi bien pour les nationalistes de Damas et de Bagdad, qui redoutent de passer de la domination ottomane à celle de la France et de la Grande-Bretagne, que pour les Britanniques qui souhaitent l'appui des Arabes dans la lutte contre l'Alliance. La Grande-Bretagne tente en outre de se prémunir contre les menaces qui pèsent sur l'Égypte, et les responsables politiques du pays sont de plus en plus favorables à un soulèvement des Arabes contre les Ottomans. Cette orientation politique est d'ailleurs soutenue par Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Archéologue de formation et officier de renseignement rattaché au service du Caire, il arrive au Hédiaz en 1916 et se lie d'amitié avec Faysal. Des négociations sont ainsi entamées entre la Grande-Bretagne, par l'intermédiaire du haut-commissaire en Égypte MacMahon et Hussein, afin que ce dernier crée un mouvement d'insurrection dans la péninsule arabique, et plus particulièrement dans la région du Hédiaz. Mais les demandes de Hussein, reçues par lettre en date du 14 juillet 1915, déplaisent aux Britanniques, car en échange de l'appui des Arabes, Hussein demande l'indépendance des provinces arabes de l'Empire, la constitution d'un royaume arabe allant de Mersin en Cilicie à la frontière de la Perse, à l'exclusion de la région d'Aden au Yémen qui resterait aux Britanniques, ainsi que la reconnaissance du califat arabe. Abdallah et Faysal assistent leur père dans le projet de révolte arabe. Ils entretiennent des contacts, le premier avec les Britanniques, le second avec les nationalistes arabes à Damas et à Beyrouth,
et rapportent à leur père les courants d'opinion de la région. Le 30 août 1915, dans la réponse adressée par MacMahon à Hussein, il n'est fait mention que du califat arabe, accepté dans son principe, les revendications territoriales étant jugées trop prématurées pour être acceptées. L'indépendance de l'Arabie est néanmoins approuvée. Le 9 septembre, Hussein considère comme acquis le principe du califat, mais attend un engagement sur ses demandes territoriales. Le 24 octobre, MacMahon donne les limites territoriales du royaume du shérif, mais duquel doivent être exclues les zones d'influence que se réservent la France et la Grande-Bretagne. Les deux districts de Mersin et d'Alexandrette et les parties de la Syrie s'étendant à l'ouest des districts de Damas, Homs, Hama et Alep ne peuvent pas être dits comme purement arabes et doivent être exclus des limites demandées. MacMahon demande en outre que les Arabes reconnaissent les intérêts britanniques dans les vilayets de Bagdad et Basra. Le royaume de Hussein comprend donc pour la diplomatie britannique la péninsule arabique à l'exclusion de la Mésopotamie et du littoral syrien à l'ouest d'une ligne allant d'Alep à la mer Morte. Le 5 novembre, Hussein accepte de renoncer à Mersin et à Adana, mais il ne comprend pas que le littoral syrien lui soit refusé alors qu'il le considère comme essentiellement arabe. Il reconnaît néanmoins une présence britannique temporaire en Irak. MacMahon conclut la question territoriale le 14 décembre et évoque les intérêts de la France dans les vilayets de Beyrouth et d'Alep 33. Cet échange de lettres, dont les termes demeurent imprécis quant aux limites du royaume arabe revendiquées par Hussein, scelle cependant l'intervention des Arabes auprès des Britanniques, en mai 1916, au cours de la révolte arabe menée contre les Turcs par Faysal. Pour conclure, évoquons la vision du Foreign Office expliquée dans un mémorandum du 19 décembre 1918, qui replace les accords avec Hussein dans la perspective de la montée du mouvement arabe, considéré comme un développement heureux pour l'Empire britannique et qui constitue une solution au dilemme sérieux d'avant-guerre. En effet, le Foreign Office considère qu'avant-guerre, la Grande-Bretagne avait le choix entre s'opposer ou non à la Turquie, seule grande puissance musulmane, et que les sujets de l'Empire britannique ne toléreraient pas la destruction de la Turquie. En ce sens, Hussein est considéré par le Foreign Office comme une voie de sortie, d'autant plus qu'il a besoin d'un soutien financier et politique car il a rompu avec les Turcs. Par ailleurs, considéré comme le champion de la cause arabe, et dans le même temps comme ne pouvant faire état des aides britanniques, Hussein est jugé par le Foreign Office comme dévoué à la cause britannique sans que cela se sache. Hussein constitue donc une alternative heureuse à la chute de l'Empire ottoman, sans pour autant affaiblir l'Islam 34. Les accords SYKES-PICOT. Les accords Sykes-Picot sont bien connus des historiens du Proche-Orient. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail de leur élaboration, mais de les comprendre au regard des rivalités entre la France et la Grande-Bretagne au Levant. Le partage de la Syrie entre la France et la Grande-Bretagne marque l'évolution de la politique britannique qui reconnaît avoir des visées particulières sur la Palestine. Les raisons de la revendication de la Syrie sont d'ailleurs expliquées en 1915 par Sir Mark Sykes, parlementaire britannique spécialisé dans la question de l'Empire ottoman, et préfigurent le partage de la région de 1916. Sykes évoque les intérêts de la Grande-Bretagne et dont la France doit tenir compte. C'est évidemment la nécessité d'assurer la communication entre l'Empire des Indes et la mer Méditerranée par une route terrestre. La première étape est la Mésopotamie. De là, il faudrait un chemin de fer jusqu'à la Méditerranée. Le meilleur tracé théorique serait celui qui aboutirait au canal de Suez, en passant par Aqaba, pour parvenir au port le plus méridional de Jaffa. Sykes estime que la Syrie est assez grande pour que la France et la Grande-Bretagne arrivent à délimiter leurs sphères d'influence respectives 35. Ainsi, en même temps qu'il traite avec Hussein, les responsables britanniques négocient avec la France à propos de la Syrie. Les négociations débutent en novembre 1915 entre Sykes et François-Georges Picot, délégué auprès de l'ambassade de France à Londres et ancien consul de France à Beyrouth. Membre du Parti colonial français, il est partisan d'une grande Syrie sous influence française, mais il doit se ranger aux décisions de hauts responsables français qui veulent réduire les prétentions françaises afin d'éviter de nouveaux coûts financiers. Sykes comprend la nécessité de contrôler la Syrie, comme le demandent les Anglo-Égyptiens, tout en s'entendant avec la France.
Alors que Georges-Picot réclame un protectorat sur la Syrie naturelle, s'étendant des plaines de Cilicie au Sinaï et du littoral méditerranéen à Mossoul, Sykes considère que la France peut avoir une zone d'influence sur l'Anatolie et la Syrie du Nord, mais que les villes de Damas, Homs, Hama et Alep doivent être laissées au futur empire de Hussein. En outre, il estime que la Palestine doit être exclue des visées françaises. La France se range au principe d'une zone d'influence, plutôt que d'un protectorat, sur le futur État arabe qui comprendrait les 4 villes syriennes. Mais les discussions se font plus âpres concernant la Palestine, que la France refuse de voir tomber sous domination britannique. Finalement, Georges-Picot accepte le principe de l'internationalisation de la Palestine. Enfin, il est entendu que le vilayet de Mossoul sera partagé entre les deux puissances 36. Les intentions britanniques font l'objet de rumeurs au Vatican, comme le constate le Premier ministre Asquith à l'occasion d'une visite en avril 1916. Les rumeurs qui circulent au Vatican, dans les milieux maronites, confirment l'intérêt de la Grande-Bretagne pour la Syrie. En raison de sa recherche de sécurité en Égypte, de la défense du canal de Suez et de la tranquillité de la population musulmane des Indes, elle s'efforce de faire des populations arabes le pivot de sa politique. La raison géographique la conduit aussi à fortifier sa clientèle propre dans la Syrie méridionale, qu'elle considère comme le trait d'union naturel entre l'Égypte et l'Arabie 37. Cette clientèle est traditionnellement la population druze. Négociés par Sykes et Georges-Picot, les accords qui portent leur nom font l'objet d'un échange de lettres en mai 1916 entre Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, et Sir Édouard Grey, ministre des Affaires étrangères. Dans une lettre du 9 mai à Grey, Paul Cambon récapitule les clauses de l'accord. La France et la Grande-Bretagne sont disposées à reconnaître et à protéger un État arabe indépendant ou une confédération d'États arabes, s'étendant de la péninsule à la partie nord de l'Orient arabe, mais avec des restrictions. Dans la zone bleue, Syrie littorale et Cilicie, la France, et dans la zone rouge, basse Mésopotamie, la Grande-Bretagne, seront autorisées à établir une administration directe ou indirecte. Dans la zone brune, Palestine, une administration internationale sera établie dont la forme devra être décidée, accord avec les autres alliés et les représentants du shérif de la Mecque. Les ports de Haïfa et d'Acre sont accordés à la Grande-Bretagne. Alexandrette sera un port franc pour le commerce de l'Empire britannique. Haïfa sera un port franc pour le commerce de la France, de ses colonies et de ses protectorats. Les deux puissances gardent une zone d'influence dans le futur royaume arabe. La zone A, la Syrie intérieure entre Damas et Alep, sera sous l'influence de la France, et la zone B, région de Bagdad, sera octroyée à la Grande-Bretagne. Dans la zone A, le chemin de fer de Bagdad ne sera pas prolongé vers le sud au-delà de Mossoul et dans la zone B vers le nord au-delà de Samara, jusqu'à ce qu'un chemin de fer reliant Bagdad à Alep par la vallée de l'Euphrate ait été terminé, et cela seulement avec le concours des deux gouvernements. La Grande-Bretagne aura le droit de construire, d'administrer et d'être seule propriétaire d'un chemin de fer reliant Haïfa avec la zone B. Les gouvernements britanniques et français, en tant que protecteurs de l'État arabe, se mettront d'accord pour ne pas acquérir et ne consentiront pas à ce qu'une tierce puissance acquiert des possessions territoriales dans la péninsule arabique, ou construise une base navale dans les îles de la côte de la mer Rouge. Par la lettre du 15 mai, Grey demande à Cambon que dans les régions qui deviendront françaises et dans lesquelles les intérêts de la France seront reconnus prédominants, toutes les concessions britanniques existantes, les droits de navigation et les droits de privilège de tous les établissements religieux, scolaires ou médicaux britanniques seront maintenus. Enfin, par la lettre du 16 mai, Grey accepte les termes de la lettre du 9 mai. Ainsi l'accord franco-britannique de mai 1916 divise les territoires du Levant en 5 zones. Une zone bleue, Syrie littorale et Cilicie, où la France peut organiser selon son choix un régime administration directe ou de protectorat. Une zone rouge, basse Mésopotamie, où la Grande-Bretagne dispose des mêmes prérogatives. Une zone brune, Palestine, réservée aux condominiums franco-britanniques. Et enfin, une zone A, Syrie intérieure, et une zone B, désert Mésopotamie moyenne, pouvant être érigée en État arabe sous la tutelle protectrice de la France et de la Grande-Bretagne 38. L'accord de mai 1916 est également conclu avec l'aval de la Russie, qui se réserve les provinces d'Erzurum, de Trabzon, de Van et de Bitlis et les régions de Mutch et Sur.
Les RESERVES des Britanniques et des Français, aux accords SYKES-PICOT. La contradiction apparente entre les accords Sykes-Picot et les promesses faites à Hussein ne perturbe pas les signataires de l'accord. Ainsi, les provinces de l'Empire ottoman qui devaient devenir un royaume arabe, Syrie, Palestine et Mésopotamie, passent sous influence française et britannique. Les deux textes ne sont cependant pas si contradictoires. Ils expriment en effet en filigrane le souhait fondamental des Britanniques de s'assurer la domination de la région de façon indirecte, par la création d'un empire ou une fédération d'États arabes, et de contenter la France par une position privilégiée en Syrie, quitte à l'affaiblir par la suite. Selon le mémorandum du Foreign Office de novembre 1918 déjà évoqué, la diplomatie britannique estime que les accords de 1916 sont une tentative de compromis entre le mouvement arabe et le plan de partition de l'Empire ottoman, mais que cet accord est déséquilibré dans le sens de la partition de l'Empire ottoman. Cette situation crée une contradiction pour le Foreign Office. Afin que la Grande-Bretagne ne paraisse pas tenir l'ensemble du monde islamique par la force, elle laisse entrer la France dans la région. Mais dans des zones où nous voudrions le moins qu'elle soit. Le Foreign Office considère en particulier que Damas attribué à la France dans la zone A est la clé de la zone B attribuée à la Grande-Bretagne, car qui tient Damas tient le cœur des tribus arabes. Les Français s'ils s'établissent à Damas feront sentir leur influence sur une grande partie de la péninsule arabique. C'est ainsi que le général Clayton, directeur du bureau arabe depuis 1916, condamne la division d'une zone arabe indépendante en zones d'influence A et B, en raison des difficultés administratives, de la question de la capitale, Damas, et des germes de friction franco-britannique 39. Les accords ne font pas non plus l'unanimité parmi les Français, comme le relate Gontaut Biron à l'époque, avant de devenir proche collaborateur de Gouraud au commissariat. Il ne manque pas de relever les avantages considérables qu'en retire la Grande-Bretagne, plus particulièrement sur la Palestine, considérée comme la protection approchée de l'Égypte, dont pourtant 300 km de désert la séparent. Ainsi, la Palestine que la France revendiquait passe sous influence commune, elle sera finalement octroyée à la Grande-Bretagne. Ce qui permet à la Grande-Bretagne d'une part de contrer l'influence de la France et d'autre part de sécuriser la route des Indes. Or la Palestine, dans l'esprit de contemporains comme Gontaut Biron, ne peut être placée que sous la protection de la France, grande puissance à la fois chrétienne et musulmane. Mais pour celui-ci, quasi absente militairement et politiquement en Orient, la France a dû se plier à la Grande-Bretagne, dont la puissance militaire en Palestine et en Mésopotamie lui assure une prééminence difficilement contestable 40. La Grande-Bretagne est également insatisfaite. L'accord place en effet la France dans une position d'intruse. Une Syrie française isolerait l'Égypte et la Mésopotamie, au lieu de créer un territoire commun. Outre l'argument de sécuriser la route des Indes, les officiers britanniques en Égypte espèrent en effet réaliser leur rêve d'étendre l'Égypte jusqu'à la Palestine 41, d'autant plus que l'Égypte devient protectorat britannique en 1914 par ailleurs. Cet accord avec la France met la Grande-Bretagne en porte-à-faux par rapport au mouvement arabe. Si nous supportons le mouvement arabe, nous détruisons la Turquie avec beaucoup moins de risques de soulever contre nous antagonisme permanent de l'islam, et nous allons unir notre empire en établissant un lien entre l'Égypte et l'Inde, sans avoir à établir un partenariat avec la France et la placer en position de briser cette continuité territoriale récemment acquise. D'un autre côté, si nous laissons le mouvement arabe échouer et la Syrie passer de domination turque à française, nous ferons le jeu de la faction pro-turque de nos sujets musulmans. Nous nous attirerons le courroux des Arabes qui considéreront que nous avons désobéi à l'esprit sinon à la lettre de nos engagements, et nous allons nous placer avec la France dans une position dans laquelle notre rivalité traditionnelle à l'Empire, qui a été éliminée avec grande difficulté, renaîtra sous une forme aggravée. 42. Les accords Sykes-Picot et Hussein-McMahon révèlent donc toute la complexité des rapports franco-britanniques et l'ambiguïté de la politique de la Grande-Bretagne, à la fois alliée de la France et réticente à son installation dans la région. De plus, en même temps qu'elle fait alliance avec les Arabes afin de s'assurer un soutien militaire contre les Turcs, la Grande-Bretagne associe la France au partage de l'Empire ottoman.
Cette association découle des engagements donnés en 1912 de ne pas intervenir dans la zone syrienne que la France se réserve. Sur ce point donc, la Grande-Bretagne honore ses engagements. Mais les accords Hussein-McMahon mettent également en évidence que la Grande-Bretagne espère conserver à elle seule la haute main sur les affaires du Proche-Orient, la France n'étant pas associée à ce projet de partage avec Hussein, même si la Grande-Bretagne tente d'exclure des négociations la zone côtière attribuée à la France. Enfin, sa volonté de conserver la Palestine en dehors de la zone promise à Hussein met en évidence le fait qu'elle espère contrôler ce territoire, alors que la France estime que cette région fait partie de sa sphère d'influence. Ces divers projets deviennent d'autant plus difficiles à concilier qu'en 1917, sous la pression juive américaine ou afin d'inciter la communauté juive américaine à décider le gouvernement américain à entrer en guerre. 43. Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, accepte qu'un foyer national juif se constitue en Palestine. La complexité de ces accords et projets ne peut qu'entretenir à terme, d'une part, les rivalités franco-britanniques et d'autre part, les rivalités entre Arabes et puissances. Dans le même temps, l'Italie ne veut pas être exclue des partages. L'Italie et sa sphère d'influence en Orient. Le traité secret de Londres, signé le 26 avril 1915 entre la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Italie, et qui stipule l'entrée en guerre de l'Italie, contient un seul article relatif aux colonies, article 13. Au cas où la France et la Grande-Bretagne accroîtraient leur domaine colonial en Afrique au détriment de l'Alliance, ces deux puissances reconnaîtraient par principe que l'Italie pourrait réclamer également des compensations spécialement dans le règlement en sa faveur des questions concernant les frontières des colonies italiennes de l'Érythrée, de la Somalie, de la Libye et des colonies voisines de la France et de la Grande-Bretagne. 44. En 1916, l'Italie est informée par Londres de la signature d'un accord sur l'Orient. Elle sait que la France se réserve la Syrie et la Grande-Bretagne la Palestine et la Mésopotamie. Le gouvernement italien fait part de ses prétentions sur Smaïm et son vilayet Aïdin, Adalia, une partie de la province de Konya, Mersin et Adana, c'est-à-dire une partie importante de l'Anatolie et la Cilicie. François Charleroux, alors en poste à l'ambassade de France en Italie, juge ces prétentions respectables. Mais celles-ci sont jugées exorbitantes par Paris et par Londres. Il n'en demeure pas moins que les deux pays reconnaissent la nécessité d'intégrer l'Italie dans un partage de l'Orient. D'importants avantages territoriaux sont ainsi promis à l'Italie. Le Trentin, le Tyrol du Sud, l'Istrie, Gorizia, Trieste, les îles et une partie du littoral dalmate, une partie du territoire albanais, la pleine souveraineté sur les îles du Dodécanèse, la province turque d'Adalia en Asie mineure et la liberté pour son expansion coloniale en Afrique. Les accords secrets de Saint-Jean-de-Maurienne signés le 19 avril 1917 et auxquels participent le premier Lloyd George, le président du Conseil français Ribot, le président du Conseil italien Bosseli et son ministre des Affaires étrangères Sonnino, prévoit que dans le partage éventuel de l'Empire ottoman, l'Italie obtiendrait, en échange de sa reconnaissance des accords Sykes-Picot, des territoires en Asie mineure, Adalia, Smyrne, les vilayets d'Aïdin et de Konya, participerait à l'internationalisation de la Palestine, et enverrait un contingent à Jérusalem pour garder les lieux saints. 45. Les accords de Londres, de décembre 1918, règlent provisoirement les différends sans prendre en compte les intérêts de l'Italie. La révolution russe ayant empêché l'approbation de la Russie, à laquelle l'accord de Saint-Jean-de-Maurienne était subordonné, les gouvernements anglais et français en tirent prétexte pour le considérer comme caduc. Mais alors même que l'avenir de l'Empire ottoman est débattu par les diplomaties françaises, britanniques et italiennes, la Grande-Bretagne, aidée dans une moindre mesure par la France, intervient militairement. La CONQUETE militaire de la Syrie, la faible présence française et la victoire anglo-arabe. Début 1915, la France envoie en Égypte une mission militaire pour officiellement assister la Grande-Bretagne et officieusement surveiller les agissements de celle-ci dans la région. Cette mission, commandée par le lieutenant-colonel Mokor, assistée par le lieutenant Douanel de Saint-Quentin et par le capitaine Raymond, dépend du général Maxwell, commandant en chef des troupes britanniques d'Égypte. Le précieux concours de la flotte française lors de l'offensive turque sur le canal de Suez en février 1915 laisse présager une bonne entente entre Français et Britanniques. 46.
L'intervention britannique en Mésopotamie s'appuie sur les troupes arabes du shérif de la Mecque. La révolte arabe débute le 10 juin 1916. Les troupes chérifiennes s'attaquent aux garnisons ottomanes du Hédiaz et prennent la Mecque et Djeddah. À partir de 1917, Faisal réussit avec la prise d'Aqaba le 6 juillet 1917 à entrer en Transjordanie. Les officiers britanniques poussent Faisal à intervenir toujours au nord, mais ils insistent pour que celui-ci ne fasse aucune opération sur la Palestine, souhaitant reprendre eux-mêmes ce territoire, ce qui remettrait en cause les prétentions de la France. La guerre est en effet l'occasion pour la France et la Grande-Bretagne de révéler leurs ambitions sur cette région. Les observateurs occidentaux constatent leurs agissements et leurs accusations mutuelles de manœuvres déloyales. Au printemps 1917, le général Edmund Allenby, succédant à Maxwell au commandement des forces d'Égypte, décide d'intervenir en Palestine à l'automne 1917. Cette offensive a lieu à une époque de difficultés pour l'entente, de mouvements d'indiscipline militaire et de lassitude des peuples. L'échec de l'offensive de Nivelles au chemin des Dames, la défaite italienne de Caporetto le 24 octobre 1917 et la révolution bolchevique, suivie de l'armistice qui met fin au front oriental, renforcent ce sentiment de lassitude. Face à ces situations de crise, les États se dotent de gouvernements forts. C'est l'arrivée au pouvoir en France de Clémenceau. Seul maître dans la conduite de la guerre, il mène une politique de guerre à outrance pour parvenir à la victoire. Dans cette perspective, la Syrie ne fait plus partie de ses priorités, car la guerre doit d'abord être gagnée sur le territoire national. Clémenceau refuse d'envoyer des troupes en Palestine, laissant le champ libre à la Grande-Bretagne. Cette vision n'est pas partagée par les militaires et les diplomates qui veulent garder la Syrie, et qui mettent tout en œuvre pour y parvenir. Un petit corps expéditionnaire français est finalement adjoint à l'armée britannique. Composé de 2 bataillons de tirailleurs sénégalais et d'un bataillon du 115e régiment d'infanterie territoriale, il prend le nom de Détachement français de Palestine et de Syrie. Son effectif est ensuite porté à 7000 hommes par le renfort d'unités provenant des camps d'instruction de Chypre et de Port Saïd, et d'un régiment de cavalerie. Le colonel de Pied-Pape, ancien chef d'état-major du corps expéditionnaire des Dardanelles, est nommé le 31 mars 1917 à la tête du détachement français 47. À titre de comparaison, l'armée britannique compte 45 000 hommes. La Grande-Bretagne veut établir sa suprématie par la conquête militaire des territoires occupés par les Turcs. Face à cette perspective, la France estime nécessaire que les troupes françaises participent avec l'armée britannique aux opérations qui se poursuivent afin de bien marquer la part prise par la France à la libération de ces territoires. Ainsi, le premier principe mis en œuvre était que partout où les troupes britanniques prendraient pied, le drapeau français devait flotter à côte du britannique. Mais le rôle particulièrement effacé réservé au détachement français donne l'impression que l'armée du général Allenby va poursuivre sa mainmise sur la Palestine et sur la Syrie, au risque de susciter des malentendus dans les milieux qui s'intéressent au développement de l'influence française dans le Levant 48. En octobre 1917, le père Antonin Jossen, 1871 à 1962, dominicain employé au service des renseignements français de l'amirauté à Port Saïd, analyse la situation. Arrivé à Jérusalem en juillet 1890 au couvent dominicain Saint-Étienne pour poursuivre ses études théologiques, Jossen apprend l'arabe, entre autres langues, et approfondit sa connaissance de la région. Palestine, Transjordanie, Syrie et Liban. Il est à l'origine de la constitution de la photothèque de l'école biblique des Dominicains, constituée de ses propres clichés pris au cours de ses pérégrinations. Il organise ainsi des missions archéologiques en Arabie de 1907 à 1914. La guerre provoque l'expulsion des religieux de Palestine et Jossen part avec un convoi de l'école biblique à destination de Damas, puis de Beyrouth, avec pour but final l'Égypte. Au cours du voyage, Jossen est recruté par les officiers britanniques en raison de ses connaissances nombreuses sur la Palestine et sur l'Égypte. Au début de la guerre, il travaille donc pour les Britanniques, puis pour le service d'information de la marine française pour le Levant. En 1918, il retourne en Palestine 49. En 1917, dans une note relative aux relations conflictuelles existant entre la France et les pays occidentaux adressée à Jules Albert de France, ministre de France en Égypte, il estime,
Français, Anglais, Américains, Allemands rivalisent de zèle pour faire connaître et aimer leur pays. Dans cette lutte d'influence, la France occupe toujours le premier rang, 5 ans. En effet, spécialiste de la région, au service des Britanniques, puis des Français, Jossen ne peut qu'être attentif aux rivalités politiques des puissances concernant l'avenir de la Syrie. Il exprime son inquiétude face aux intrigues britanniques et plus particulièrement celle de Lawrence, qui semble intéressé à sauvegarder la Palestine de toute avancée chérifienne afin d'éviter l'implantation de la révolte arabe et de permettre l'installation facile des Britanniques. Or, Jossen considère que la Palestine fait partie de la sphère d'influence de la France en Syrie. Son analyse des intrigues britanniques à court terme, ainsi que celle prémonitoire des luttes d'influence auxquelles les puissances vont se livrer jusqu'en 1946, plante le décor des futures années mandataires. Jossen suit l'évolution de la révolte arabe et relate les projets des chérifiens, et plus particulièrement de Faisal, dont la volonté manifeste est de s'emparer de la Syrie. Lawrence encourage en effet Faisal dans cette voie, ce qui laisse penser que les Britanniques et plus spécialement les Anglo-Égyptiens souhaiteraient évincer la France de la région. Faisal est inspiré par les Britanniques dans cette recherche d'un grand empire arabe, qui engloberait la Syrie entière, dont lui ou son père serait le chef. Mais les Britanniques n'ont pas l'intention d'accorder l'indépendance à cet empire, et le placeraient plutôt sous leur suzeraineté 51. La campagne de Palestine voit la défaite des armées germano-turques. Jérusalem est conquise le 11 décembre 1917 par les troupes anglaises. Après bien des tractations diplomatiques, Georges Picot, haut-commissaire dans les territoires occupés de Syrie et de Palestine et le capitaine Louis Massignon, officier politique, obtiennent d'entrer à Jérusalem à la suite d'Allenby. La France n'a participé que symboliquement à la prise de Jérusalem, et la supériorité britannique laisse entrevoir une remise en cause du statut international de la Palestine prévu par les accords Sykes-Picot. Quelques semaines plus tôt, le 2 novembre, Balfour décide de faire de la Palestine un foyer national juif. L'armée chérifienne n'intervient pas en Palestine car ce territoire est réservé à Allenby, mais à l'inverse, la Syrie du Nord n'est pas exclue de son champ d'intervention. Faisal semble vouloir mener la révolte arabe en Syrie, poussée par Lawrence. Alors que la France entend, par sa participation, faire appliquer les droits qu'elle tient des accords Sykes-Picot, le gouvernement de Lloyd George estime à l'inverse qu'il faut profiter de la guerre pour établir l'hégémonie britannique au Proche-Orient, remettant ainsi en cause les prétentions de la France. Ainsi, dès 1917, la Grande-Bretagne entreprend de dénoncer les accords Sykes-Picot. En Syrie, les Britanniques veulent réduire l'influence française à une étroite bande littorale et intégrer l'intérieur des terres, la Syrie intérieure, à leur zone d'influence. C'est notamment la politique suivie par le ministre des Affaires étrangères Lord Curzon, ancien vice-roi des Indes, considéré comme un expert pour les questions orientales. Persuadé que la Grande-Bretagne est une grande puissance à la sortie de la guerre, Curzon envisage d'étendre l'Empire britannique aux anciennes provinces de l'Empire ottoman. Il s'appuie sur les vues de Lawrence qui propose de pourvoir les fils de Hussein de royaume. Faisal obtiendrait la Syrie, Zéid le vilayet de Mossoul et Abdallah la Mésopotamie 52. Quant à Lawrence, il conçoit ainsi l'avenir de la région par la création d'États autonomes en Arabie, en Syrie et en Mésopotamie, compromettant ainsi la présence de la France sur le territoire syrien. Par ces créations, Lawrence exprime la volonté que ces États soient autonomes, amis de la Grande-Bretagne et sous son influence, mais ils ne doivent pas tomber sous le joug de l'administration coloniale britannique et encore moins sous celui de la France. Par cette politique, Lawrence soutient ainsi la cause arabe et s'oppose à la réalisation des accords Sykes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.